Bienvenue dans ce nouveau webinaire de Quoi de neuf dans l'édition. Des webinaires en 48 ans qui ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse, qui ont lieu dans le cadre du 41e Salon du livre et de la presse jeunesse, qui se déroulera cette année à Paris-Montreuil Expo à partir du 26 novembre jusqu'au 1er décembre. Donc aujourd'hui, on va parler des éditions théâtrales, de nouvelles voies théâtrales pour la jeunesse, avec Catel Tison Desmat, Oui. Héloïse Desrivières, Mao Bouticourt. Donc voilà. Ces webinaires auront lieu jusqu'à 18h et ensuite vous pourrez les retrouver en replay sur la plateforme Louise Ambly. Donc je laisse les intervenantes à leur webinaire. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette présentation. Donc, je suis Mao Bouticourt, je suis co-directrice des éditions théâtrales et de la collection théâtrale jeunesse avec Catel, ici présente. Et nous sommes en présence également d'Héloïse Desrivières, autrice. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter 3 textes parus cette année, je vais faire un rapide petite présentation de la collection théâtrale jeunesse. Donc, cette collection a été créée en 2001 au sein des éditions théâtrales et elle a très vite été repérée par l'Éducation nationale. Dès 2002, en fait, il y a eu des titres dans les listes de l'Éducation nationale. C'est ensuite... on a étoffé l'offre en proposant des carnets artistiques et pédagogiques pour aider à l'étude des textes en classe, notamment. Et puis, il y a eu un certain nombre d'auteurs et d'autrices qui ont reçu pas mal de prix assez importants, notamment Suzanne Lebeau, grande autrice québécoise de théâtre pour la jeunesse, Sylvain Levé, qui ont reçu le prix de la Belle Saison pour l'ensemble de leur œuvre, ou encore Dominique Richard, qui a reçu le Grand Prix de littérature dramatique et jeunesse pour les discours de Rosemary. Aujourd'hui, la collection a plus de 150 livres dans son catalogue et continue à être prescrite par l'Éducation nationale, à recevoir de nombreux prix. Depuis 2019, il y a même des titres de théâtre pour la jeunesse dans les sélections des pépites du Salon de Montreuil. Donc, on est très content et très contente que ces textes soient toujours mis en avant. Et rapidement, également, quelques chiffres pour se rendre compte un peu des volumes. Donc, L'Ogrelet de Suzanne Lebeau, dont je viens de parler, qui est notre meilleure vente, qui s'est vendue à 80 000 exemplaires depuis 2003. Et le journal de Grosse Patate de Dominique Richard, qui fait partie de la saga de Grosse Patate, dont les discours de Rosemary fait partie également, 50 000 exemplaires vendus depuis 2002. Et donc, comme je le disais, toujours de nombreux titres prescrits par l'Éducation nationale, dont L'Ogrelet et le journal de Grosse Patate cette année, dans les programmes de primaire en lecture intégrale. Voilà pour la rapide présentation de la collection, très rapide. Aujourd'hui, on va parler plutôt de 3 textes parus cette année. Donc, ce sont 3 autrices, 2 qui sont déjà publiées dans la collection Répertoire contemporain et qui arrivent en collection théâtrale jeunesse, Héloïse Desrivières et Samaël Steiner, et une dont c'est le premier texte publié chez nous dans la collection théâtrale jeunesse, Marie Suel. Et donc, on va vous présenter d'abord Marie Suel, puis Samaël Steiner, et enfin, on parlera du texte d'Héloïse et on échangera avec elle. Si vous avez des questions, posez-les soit dans le chat, soit gardez-les pour tout à l'heure, parce qu'on aura un petit temps d'échange s'il y a des questions. Et je laisse la parole à Catel, qui va vous parler de Respirer 12 fois. Merci Mao et bonjour tout le monde. Voilà, donc le livre Respirer 12 fois de Marie Suel est tout récent, il sort là en novembre, voilà, même si Respirer 12 fois a déjà une histoire avant, puisque Marie Suel, son autrice, est à la fois professeure et rockeuse. Voilà, donc c'est assez représentatif aussi de ce qu'est l'édition théâtrale jeunesse, je crois, c'est-à-dire à la fois une articulation avec le monde professionnel du théâtre, même si Marie Suel, là c'est son premier texte, comme a dit Mao,
et en même temps une publication pour le slogan des éditions Théâtre Jeunesse, le théâtre, ça se lit aussi. Voilà, on peut très bien découvrir ce texte sans du tout avoir écouté, par exemple, les chansons que Marie Suel avait précédemment réalisées et qui sont en ligne, hein, voilà, ni sans connaître le spectacle ou en tout cas les versions du spectacle auquel ce texte a donné lieu. Voilà, pour nous, ce qui importe, c'est qu'il soit publié et que des enfants et des jeunes puissent y accéder comme quelque chose de nouveau. Donc là, recommandé, c'est écrit à partir de 8 ans. Moi, je serais plutôt partante pour dire qu'on peut commencer plus jeune si on est plusieurs à le lire, tant à la fois l'écriture, la forme, qui nous importe beaucoup, et le sujet. Mais le sujet n'est pas ce qui nous importe le plus, même si ça nous importe aussi, appartiennent aux jeunes enfants comme aux adultes, comme aux adolescents ou aux plus grands enfants. Et c'est d'ailleurs le cœur de ce texte qui parle des peurs, redit que les peurs appartiennent à tout le monde, quel que soit son âge et sa situation, et recommande dans une relation intergénérationnelle, là il s'agit d'un vieil homme et d'un ou une enfant, un ou une comme on veut, voilà, de nommer les peurs, de les apprivoiser, et le titre « Respirer 12 fois », c'est une proposition pour vivre avec ses peurs. Ce que je vous propose, c'est de lire ce qui se trouve à la fin de l'ouvrage, à savoir un message que nous appelons bonus ou fabrique, que Marie Suel a écrit pour s'adresser aux lecteurs de ce texte. Et cela dit, d'un ballon à un autre. Il y a bien longtemps, dans une cour de récréation, une enfant de 8 ans regardait un ballon gonflé à l'hélium s'envoler dans le ciel. Elle venait de lâcher la ficelle, au bout de laquelle, sur une étiquette en carton, était écrit son nom, son prénom et l'adresse de l'école. Le ballon avait dansé entre les nuages mouillés, la petite fille ne l'avait pas quitté des yeux jusqu'à ce qu'elle ne voie plus qu'un minuscule point à l'horizon. Elle lui avait fait un petit signe de la main, comme ça. Mais le ballon avait tracé sa route, évitant le toit des maisons, les signes des peupliers, les poteaux électriques. Peut-être dans sa course avait-il éprouvé le besoin de bavarder, ou peut-être le vent l'avait-il poussé entre les branches d'un arbre. Ce qui est sûr, c'est qu'une main avait saisi la ficelle, décroché puis renvoyé l'étiquette à l'école. La petite fille avait reçu en cadeau un livre avec une couverture bleue. Le ballon avait parcouru une 30aine de kilomètres et trouvé une nouvelle maison. Si tu regardes la couverture du livre que tu tiens entre les mains, donc celui qui pour vous apparaît à l'écran, tu verras que le ballon est revenu et que la couverture est bleue. C'est un drôle de hasard. Le ballon de mon enfance s'est invité dans le premier livre que je publie pour les enfants. Ce premier texte s'appelle « Respirer 12 fois ». À l'intérieur de « Respirer 12 fois », tu rencontreras 2 personnages, l'enfant et le vieil homme. L'enfant est au commencement de sa vie, le vieil homme est à l'autre bout. Pourtant, tous les 2 vivent avec des peurs qui pourraient les manger tout crus s'ils n'en parlaient pas. J'avais très envie de parler de cette drôle d'émotion parce que mon fils, au moment où j'écrivais ce texte, avait très peur de la mort et de la guerre. Mes élèves aussi avaient très peur pour leur avenir et les adultes autour de moi, même si je faisais semblant de rien, n'en menaient pas large. On aurait bien envie que la peur n'existe pas, mais en vérité, elle nous fait grandir et parfois elle nous rend plus vivants. C'est ce que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, en plus des trucs qui peuvent nous permettre d'apprivoiser nos peurs comme la respiration. Respirer 12 fois parle donc beaucoup de la vie, mais aussi de la mort.
Mon grand-père m'a quitté 9 mois avant que je ne commence l'écriture de ce texte. Il était tellement dans ma tête et mon cœur qu'il a voulu rester encore un petit peu et se faire une place dans le moelleux du papier. C'est un rigolo. En publiant ce livre, je lui ai fait un petit signe de la main, comme ça. Je ne crois pas qu'il m'a conseillé de respirer calmement ou de profiter de l'instant présent, mais je l'ai accompagné dans son jardin, dans son atelier, j'ai bricolé des objets, dévoré des croque-poux. Plus tard, on a eu de longues conversations et je me suis rendu compte qu'on était juste là, attentif et attentive à ce qui est. On a beaucoup moins peur que lorsqu'on est là, vous avez rectifié. Parce que maintenant, c'est toujours maintenant. Et c'est peut-être tout ce qui compte. Alors maintenant, je te confie ce livre. Si tu veux m'en donner des nouvelles de temps en temps, j'en serai très bien heureuse. Tu peux m'écrire à l'adresse des éditions théâtrales ou m'envoyer des dessins de tes peurs. Tu verras, ça te fera des vacances. Marie Suel. Voilà, Marie Suel s'adressant aux enfants pour un livre qu'on vous recommande. On va dire que en même temps que ça parle des peurs et de la mort et de la vie, c'est très réconfortant. Et c'est sans doute là l'enjeu de nos publications, Mao. Tout à fait. Tout à fait. Et merci beaucoup d'ailleurs d'avoir précisé la ligne éditoriale de la collection, ce que je n'avais pas fait. Le théâtre, ça se lit aussi. Et l'attention qu'on a avec Françoise Duchazelle, qui est la 3e co-directrice de cette collection et sa créatrice, et qui est par ailleurs autrice, aux formes qu'on publie, à l'audace formelle et de cette collection, je crois, qui fait sa singularité. Je vais passer maintenant à Samael Steiner et Aussi loin que possible. Donc le livre, comme Respirer 12 fois, sort aujourd'hui en librairie. Samael Steiner, c'est une autrice qu'on a déjà publiée en répertoire contemporain avec 2 livres, Poèmes bleus et puis J'attends la foudre et autres textes. Donc il y a 3 textes dans ce recueil. Là, c'est son entrée dans la collection théâtrale jeunesse. C'est un texte qu'on a positionné à partir de 12 ans. Et donc, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes filles qui s'apprêtent à une fête annuelle qui a lieu donc, tous les ans sur les rives d'un lac. Elles se préparent depuis longtemps pour cette fête. Elles ont fait leurs costumes. Elles vont performer devant le lac. Et finalement, il y en a certaines qui décident de construire un radeau et de partir avec de l'autre côté du lac, voir ce qu'il y a là-bas. Et d'autres vont rester. Et donc, c'est ces groupes qui se racontent ce qu'il peut y avoir ailleurs. C'est un texte sur l'adolescence et comment on se construit à cet âge-là. Et donc, comme Catel, je vais vous lire un petit extrait de cette fabrique d'écriture qui se trouve à la fin, qui éclaire le processus d'écriture de l'autrice. Et puis ensuite, je vous lirai un extrait. Donc, la fabrique d'écriture. De quoi ai-je donc tant rêvé ? J'ai grandi à la montagne, à la porte des Vosges, entourée par une forêt et 4 lacs. Le lac blanc, le lac vert, le lac noir et le lac des truites. Ce dont je rêvais, c'était de traverser ces lacs, d'aller voir de l'autre côté. Cet autre côté qu'on ne faisait qu'apercevoir depuis la rive où nous étions. J'ai de nombreuses fois imaginé la construction de radeaux pour pouvoir avancer sur le lac. Ce texte, je l'ai d'abord rêvé à partir de cette enfance-là, de ce coin du monde profondément gravé dans ma mémoire, dans tout mon corps même. Je l'ai rêvé comme on fait un film dans sa tête. J'ai rêvé les personnages, non comme des individus distincts, mais comme des groupes. Celles qui partent, celles qui restent, les adultes, les voix. Je voulais écrire autour de la manière dont une pensée se construit, dont un projet se forme, sans que l'on puisse nommer précisément d'où il surgit, ni à qui en attribuer la paternité. Ce texte, je l'ai rêvé aussi comme une manière de discuter avec la jeune adolescente que j'étais. Je l'ai rêvé comme une tentative de réparation, de se donner une autre chance, une autre vie. Et l'extrait que je vous propose de lire, c'est à peu près la moitié du texte.
les filles qui ne sont pas parties avec le radeau sont donc restées du côté du lac où elles vivent, et elles s'imaginent ce que leurs amis de l'autre côté vivent. Et donc, elles discutent et elles s'inventent ce qui se passe pour les autres. Il y a une première maison. Elle sonne. La femme qui leur ouvre fume des cigarettes. Elles entrent. Elles mangent avec elle. Il y a du riz, du poulet, du canard, des légumes, des chips, des asperges. Elle leur déplie son canapé pour la nuit. Elle leur cherche des sacs de couchage. Il y a une chienne. Elle dort sous la table, se lève parfois, sort et s'étire. Elle va sur le balcon, regarde dehors, aussi loin que possible, et retourne se coucher. Quand elles sont entrées, la chienne s'est approchée d'elle, les a senties. La femme a dit que la chienne cherche toujours à savoir d'où viennent les gens qui entrent. La femme a dit qu'elle est vieille, mais qu'elle n'arrive pas à mourir parce qu'elle ne veut pas laisser sa chienne toute seule. Le matin, quand elle se lève, la femme est sur le balcon. Elle fume. Elle est assise et la chienne à ses pieds. Elles montent toutes les quatre dans la voiture. La femme est au volant, la chienne sur une couverture dans le coffre. C'est à peine le jour. La femme conduit très lentement. Elle traverse la ville. La femme leur montre tous les appartements qu'elle a habités. La voiture est plus vieille que la femme. On entend la mécanique. Elle raconte ses 5 ans. Comment elle a appris à nager. Comment un groupe de 4 filles lui a appris à nager dans le lac. C'était en juin. Les filles avaient 12 ans. Elle est descendue dans l'eau tout doucement. Elles l'ont aidée à s'allonger. Le lac, c'est ton lit. Repose ta tête et ton corps, elles lui disent. Regarde au-dessus, aussi loin que possible. Fixe le ciel, mais reste concentré. Tu flottes. Tu sens que tu flottes ? Elle lui raconte ce que ça fait de nager. Quelle sensation ça donne au corps. Elle lui montre chacune son tour et la petite fille comprend que chacune a sa façon de nager. Le point commun, c'est flotter. Elle apprend les gestes techniques, les bras et les jambes, et elle y va. Les filles sont là, elle n'a plus peur, et ce jour-là, elle nage plusieurs minutes avant de ressortir. Elles pensent à toutes les filles de 5 ans dans plein de lacs, avec des filles de 12 ans qui leur apprennent à nager. La chienne dans le coffre s'est mise debout et regarde défiler le dehors par la vitre arrière. Elle est immobile. Seuls ses yeux travaillent. La femme ralentit près d'un lavoir. Ici, elle a été amoureuse, pour la première fois. Ici, elles se sont embrassées. Le lavoir est plus vieux que la femme. Elle raconte le baiser alors que l'eau coule, l'odeur des petites algues et la bouche et la langue glacées, et la nuit arrive et les citrons qui ont peur de la nuit se laissent tomber. Il faut rentrer pour ne pas être surprise. Voilà un petit aperçu de la langue de Samaël et de l'écriture qu'elle déploie et comment elle tisse le récit par les personnages qui racontent ensemble l'histoire qu'elles vivent. Je vous recommande évidemment cette lecture, tout comme le texte de Marie Suel qu'a présenté Catel. Et maintenant, nous allons passer à Héloïse Desrivières. Héloïse, donc, qui est avec nous. Tu es autrice, metteuse en scène et depuis peu aussi comédienne. Nous avons publié 2 textes aux éditions théâtrales avec toi. Le premier, Déesse, je me maquille pour ne pas pleurer, qui est en collection Répertoire contemporain, que tu joues en ce moment et que tu as mis en scène. Et aujourd'hui, nous allons parler surtout de ton premier texte publié dans la collection théâtrale jeunesse, donc qui est sorti en février dernier, qui est aussi créé et qui tourne également. On aura l'occasion d'en parler peut-être. Et ce texte, c'est « Qui a dit qu'il fallait être sage ?» avec ce sous-titre anti-manuel de piraterie contemporaine. Alors, c'est un texte un peu différent des 2 autres, puisque formellement, il n'a pas l'air tout de suite très théâtral. C'est un texte qu'on peut modeler comme on veut, qui est un peu une cartographie. Donc, tu proposes un parcours finalement assez libre à tes lecteurs, lectrices, mais aussi aux enfants ou aux adultes qui prendront en charge ce texte du côté du jeu. Et c'est un texte qui pose les questions de comment on fait collectif, comment on invente des utopies ensemble, comment on se révolte aussi contre les choses qui nous révoltent. Et si tu veux bien, on peut commencer peut-être par
une lecture de quelques extraits aussi pour qu'on entende tous et toutes de la langue. Et puis après, on pourra dialoguer. Je vais juste passer à la petite visuelle d'après pour que les gens qui sont avec nous puissent voir le tout début du texte, donc à la fois la note de lecture et la carte au trésor que tu proposes d'explorer ensemble. Et je te laisse la parole. Oui, quand même, c'est bien la note de lecture, c'est important de se la dire ensemble, c'est que quand on arrive donc juste au début du texte, on a cette note de lecture qui nous invite à choisir chacun notre chemin et surtout si on a un doute sur le protocole littéraire, à relire le titre et le sous-titre. Parce que, en effet, j'ai rangé et j'ai fait une carte au trésor qui est rangée dans des codes du livre, donc rangée par ordre alphabétique comme un sommaire. Mais comme tout le projet littéraire est de se déjouer, de réinventer les codes, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse être libre comme lecteur, comme lectrice à l'intérieur de ça. Donc souvent, j'ai eu la chance de faire plein d'ateliers ou de rencontres avec des jeunes et des moins jeunes, enfin des tout âge, qui a dit. C'est vraiment la première étape, c'est comment on lit cet objet. Parfois on y va au hasard, parfois on cherche des motifs, enfin il y a 1000 manières d'y rentrer. Dans les groupes, il y a plein d'idées différentes, donc ça fait des équipes de dramaturges différents qui veulent partir en exploration et en chasse au trésor un peu différemment. On a donc ces extraits, ces trésors, ils sont de longueur et de nature littéraire différentes. Là, parce qu'on est limité par le temps, on a choisi des extraits plutôt courts, qui sont dans les extraits qui sont les plus courts à l'intérieur de ces trésors. On s'est dit qu'on pouvait aller au bois des utopies mouvantes. Hop. Et du coup, j'y vais. Alors, qui a dit qu'il fallait obéir? Qui a dit que c'était de notre faute? Qui a dit que nous devions être responsables? Qui a dit ce qu'étaient les trucs bien? Qui a dit que nous devions faire tourner? Qui a dit comment faire comme il faut? Qui nous a demandé de faire tout ça en même temps? Quelqu'un, quelqu'une m'entend? Quelqu'un, quelqu'une entend celles qui nous disent de faire vite, de faire quelque chose, de faire peu importe comment, celles qui nous ordonnent de trouver des solutions, celles qui attendent que nous affrontions leurs désastres. Quelqu'un, quelqu'une les entend? Voilà. Donc là, on a un premier extrait. Il y a plusieurs extraits qui renvoient sur ces motifs de qui a dit, qui a dit. Du coup, par exemple, pour un travail du cœur, c'est très jubilatoire et aussi pour des premières lectures. Il est conseillé à partir de 13 ans, mais moi, j'aime aussi le travailler, l'explorer avec des jeunes plus jeunes, même parfois en primaire, sur certains extraits, parce que dès le CP, CE1, lire une phrase avec qui a dit, c'est entre guillemets simple, enfin, sur des premières lectures, et ça fait tout de suite, chacun peut lire une phrase, c'est très joyeux et c'est très impertinent, donc ça fédère à l'intérieur de ça. Et peut-être qu'on peut aller donc au marécage de l'impétueux désir. Et là, c'est vraiment très court et on est sur quelque chose de beaucoup plus poétique. Du bout du monde, je crie. J'aime que tu y crois. Je crie. J'aime que tu t'empares du présent. Je crie. Je suis fière des petits. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Héloïse. Si on a le temps, tu pourras peut-être lire des extraits un peu plus longs. C'est vrai qu'on a choisi des extraits relativement courts. On a une question. Héloïse est-elle aussi metteuse en scène? Alors moi, je vais répondre. Moi, je considère que je suis autrice et j'ai déployé une compagnie d'autrices qui s'appelle Delta Bergamote parce que je revendique que les auteurs et les autrices peuvent aussi détenir les moyens de production des spectacles et des œuvres. Et du coup, je me considère comme autrice et conceptrice de spectacles, mais je m'entoure pour les spectacles de collaborateurs, collaboratrices qui sont vraiment très autonomes dans leur travail. Donc, je leur propose des contraintes d'écriture et ensuite on orchestre ensemble et on peut faire appel à une commande de mise en scène avec un ou une metteuse en scène qui est notre collaboratrice artistique à toute une équipée et qui va nous permettre d'orchestrer les différents endroits. Mais j'arrive quand même des fois avec des mondes des désirs de monde un peu foufou
Et parfois, certains de mes textes sont mis en scène dans des schémas, disons, plus classiques, sur des rencontres, sur des commandes, sur des découvertes en librairie. Et ils sont mis en scène dans le réseau professionnel et aussi dans le réseau amateur. Et je trouve que ça compte vraiment, qu'il y ait ces doubles dimensions. Donc je me définis pas comme une metteuse en scène, mais pour que, en termes de langage, on se comprenne, on utilise ce terme de metteur en scène, mais pour moi, je suis vraiment, je dis autrice et débordement. Merci. Pour revenir à ce texte, est-ce que tu peux nous raconter un peu la fabrique d'écriture, mais avec tes mots, Ouais, qui sont les tiens dans la fabrique d'ailleurs, mais à l'oral. carrément. Les fabriques d'écriture, c'est des petits textes qui viennent éclairer comment sont écrits les processus d'écriture et l'intimité de ces processus par les auteurs et les autrices. Et du coup, alors, qui a dit qu'il fallait être sage? C'est né de 2 rencontres avec 2 territoires différents, des groupes différents. La première, ce qui s'est passé sur la première étape, c'est une commande d'écriture des Scènes du Jura et Amstramgram, qui ont un dispositif commun qui s'appelle le Théâtre, c'est dans ta classe, à destination de collégiens et lycéens, voire étudiants au niveau en Suisse. Et donc voilà, c'était au début une commande d'écriture. Et moi, dans ce cadre-là, j'avais envie d'écrire un peu, de répondre à des désirs que j'avais adolescente, de me faire un livre pour moi adolescente entre guillemets, de retrouver un peu cette irrévérence que j'avais. Je comprenais pas pourquoi, en fait, je comprenais pas pourquoi on obéissait à des trucs stupides, quoi. C'était vraiment, je trouvais ça trop bizarre à l'endroit de la société, et en même temps, comme j'étais une enfant, on me disait que j'avais tort et qu'il fallait obéir. Mais en fait, c'est un système de domination qui se met en place, et c'est comme ça qu'on apprend à plus réfléchir aussi parfois. C'est quand on nous impose l'obéissance, et du coup, je me suis dit que j'avais envie qu'on obéisse à ce qu'on avait choisi d'obéir, parce qu'il y avait des valeurs qui nous portaient, parce qu'on avait envie de construire et d'inventer un monde ensemble, et que ça, c'était impossible littéraire. Donc j'étais contente, d'aller explorer ça. Et aussi, j'avais envie d'interroger, je suis allée voir plusieurs, classes de collégiens et collégiennes. Je leur dis: «Ah bah, vous aimeriez que j'écrive sur quoi?» Et vraiment, il y avait quelque chose qui était assez fou, c'est qu'ils osaient pas, exprimer leurs désirs. Et parce que c'est pas qu'ils en ont pas, ils en avaient plein, mais ils osaient pas dans le cadre dans lequel, les questions étaient instaurées. Donc évidemment, je suis allée, chercher un peu plus dans d'autres espaces, d'intimité, de rencontres moins collectives. Et il y avait quelque chose sur l'utopie, l'espoir, qu'on leur donnait pas la place, ils trouvaient pas la place pour, rêver, pour être en colère, ils se sentaient pas légitimes à pouvoir inventer, demain et inventer autre chose, et ils s'en sentaient pas les moyens. Et du coup, j'avais envie de faire ça, de retrouver une figure qu'on aime, c'est la figure de la piraterie. Et aussi, c'est une figure qui historiquement est une figure de, pas de pillage, mais une figure de réinvention, de systèmes de société. Donc ça comptait beaucoup, beaucoup pour moi. Voilà, donc ça, c'est la première rencontre. Et en parallèle, avec le théâtre de Mâcon, j'ai été en résidence dans un foyer d'enfants, qui sont placés par, l'aide sociale à l'enfance. Donc ça, j'ai passé 2 ans à côtoyer, du coup, un groupe d'enfants de 6 à 18 ans, à les avoir vus grandir, les avoir vus bouger, les avoir vus, affronter les tempêtes. Et vraiment, en fait, j'ai tellement été admirative, j'avais l'impression qu'ils surfaient sur la vie, qu'ils tenaient en équilibre sur la crête du temps, qu'ils étaient vraiment tout le temps en train d'essayer de pas se noyer, quoi. Et on leur balançait une bouée de temps en temps, et il y avait quelque chose comme ça. Enfin, quand je dis «on», c'est un système sociétal global, c'est pas individualisé. Et du coup, j'avais envie de rendre hommage à ça, au fait qu'ils tenaient en équilibre, qui cherchaient à faire du surf malgré tout, et qui construisaient des cabanes qui flottent, comme ils pouvaient, et qu'elles finissaient par flotter. Et ça, je trouvais ça très beau et fort. Voilà, c'est ces 2 espaces-là. Merci. Et donc tu disais que tu faisais partie d'un dispositif en classe, et est-ce que enfin avec les Scènes du Jura, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur, comment c'est reçu maintenant que le texte existe? Ce que ça crée comme dialogue, ou pas avec les enfants?
Oui, bien sûr. Donc on a eu la chance, donc d'être, un peu, d'être mis en relation complètement avec une metteuse en scène qui s'appelle Céline Châtelain, qui du coup a mis en scène, un premier spectacle qui s'appelle «Qui a dit qu'il fallait être sage?» et un deuxième spectacle qui s'appelle «Dans ta poche, il y a une collection de futurs fringants», qui est aussi issu, de textes de «Qui a dit qu'il fallait être sage?» anti-manuel de piraterie contemporaine. Donc en fait, il y a 2 spectacles et les textes, par exemple, que je vous ai lus, aujourd'hui, c'est des textes inédits. Ils ont pas encore été mis en scène, enfin, à ma connaissance et du coup, donc il y a 2 spectacles de format de 30 minutes. L'un qui est sur, un rapport plus contemplatif au monde, sur comment on tient en équilibre, comment on cherche l'horizon, sur un rapport en frontal. Les 2 ont été créés en salle de classe et jouent aujourd'hui, beaucoup plus largement. Par exemple, dans ta poche, il y a une collection de futurs fringants, on va le jouer en EHPAD. Donc ça, j'avais vraiment envie aussi d'amener, ces œuvres-là à plein d'autres endroits et donc les photos que vous avez sur la slide là, c'est de la première création qui tournent encore. Ces 2 spectacles ont fait plus de 100 dates chacun et ils continuent à tourner, il y a beaucoup de dates cette saison. Ce spectacle a été créé donc pour des collégiens à la base et en fait, c'est vraiment pour les publics contraints. Enfin, c'est comme ça que moi je le verbalise. Donc ça a aussi joué en prison, ça pourrait jouer, dans une usine, ça a joué à l'hôpital. Enfin, ça joue dans tous les endroits où les publics sont pas en maîtrise de leur emploi du temps. Et donc c'est interprété en alternance soit par Margot Madec et Théophile, Chevaux que vous avez sur les photos. Les 2 spectacles sont joués par les mêmes interprètes et l'idée, c'est vraiment, en tout cas sur Qui a dit, c'est comment on va transformer l'espace. Comment au début, en fait, tu as quelqu'un qui arrive dans une salle de classe, comme Margot et en fait, à la fin, on a construit une cabane dans toute la salle de classe. C'est un autre espace, donc chaque représentation est véritablement unique. L'endroit, c'est vraiment un spectacle pour les premières fois, de théâtre et c'est du coup comment on fait société, comment on s'assoit ensemble et qu'on discute et en fait, ce qui est très, très beau à voir, c'est que tout le monde a l'impression qu'ils sont en train d'improviser, en direct donc pendant le spectacle, alors que tout est extrêmement écrit dans le texte. Mais comme c'est une adresse qui est très simple, très franche, très honnête et authentique avec les spectateurs, les spectatrices, il y a quelque chose où on a vraiment le sentiment d'une spontanéité totale et il y a c'était un spectacle pour apprivoiser la liberté. Moi, j'avais envie de ça, collectivement. Et voilà, bon, ça a rencontré le bon endroit parce que ça continue à tourner, on a des demandes et tout ça et on le joue en établissement scolaire, on le joue dans des théâtres en tournée décentralisée, enfin vraiment, ça s'invente à tous les endroits. Donc c'est très joyeux. En tout cas, j'ai l'impression, ça crée beaucoup de liens avec les publics que ça rencontre, puisqu'on a reçu nous-mêmes un mail que je t'avais transmis d'ailleurs d'une jeune fille qui avait été bouleversée par le texte et c'était très touchant aussi d'avoir ces retours-là par rapport au texte. Ouais, carrément et souvent, on relie ces représentations à des livres qui sont envoyés en amont. Moi, j'ai régulièrement fait ça, j'ai dédicacé pour une salle complète, pour une classe complète, donc j'ai envoyé, je sais pas, 40 livres. Il y a tout un collège qui a pris des livres pour tous les élèves, donc il y avait genre, 300, je sais pas, j'ai fait 300 dédicaces individuelles et les élèves, ensuite, je suis allée les rencontrer et en fait, eux, ils avaient reçu en amont un livre dédicacé pour eux, donc c'était trop beau. En fait, il y en avait un qui l'avait planqué sous son oreiller pour pas que son frère lui vole. Tu en avais un autre qui l'avait prêté à sa grand-mère parce qu'elle avait trop obéi dans sa vie. Tu en avais un tu avais un autre, qui le lisait avec sa maman au petit-déj. Enfin, c'était vraiment trop beau. Moi, j'étais trop heureuse de ces rapports-là. Tu en avais un qui l'avait exposé et personne ne pouvait le toucher dans cette maison parce que c'était dédicacé à son nom et donc il était devenu une star. Donc il y avait vraiment c'était trop beau l'histoire de ces livres parce qu'en fait, c'est un petit objet et ça, c'est ce que j'aime aussi, peut-être qu'on n'a pas parlé, mais j'aime la taille de cet objet théâtral, c'est plus petit qu'un cahier et en même temps, il y a plein de monde à l'intérieur et du coup, c'est léger, il y a quelque chose qui fait pas peur dans le gros livre. Je trouve que passer de l'album au roman, bah, le théâtre, c'est un vrai espace qui est au milieu, qui est sur de la parole et qu'on peut se lire ensemble et pas en lisant bien, juste en lisant qui on est, quoi. Et ça, on sent que ça a fait vraiment mouche d'avoir une rencontre en direct,
avec les lecteurs et les lectrices. Et régulièrement, en effet, je reçois des petits mails, aussi des messages sur Instagram par exemple, il y en a qui avaient vu ou qui avaient découvert le premier texte et qui sont revenus, dans un autre théâtre plusieurs années après et genre ils sont revenus sur une autre rencontre, dans un autre collège, genre: «Ah mais moi je connais hyper bien ce texte», j'étais là genre: «Ah oui», en fait, c'était hyper beau de voir aussi que finalement, depuis, pas si longtemps en édition, ça a une vraie diffusion, ça touche quelque chose. Ouais, c'est vrai, mais je trouve que enfin, Catel, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que tu dis une chose très intéressante sur cet, objet. Et je trouve que c'est très vrai, pour qui a dit qu'il fallait être sage parce qu'en plus, il a une forme, à la fois déroutante et à la fois facile à prendre en charge puisqu'on peut en lire un de temps en temps et se raconter une histoire au fur et à mesure ou le lire, dans l'ordre, d'un coup. Mais que le théâtre, pour la jeunesse permet aussi cette appréhension, de la lecture à plusieurs, de la lecture pour soi, mais avec plusieurs personnages. Il y a une immédiateté dans l'oralité que ça propose, que nous, on défend très fort, dans la collection. Merci Héloïse de faire l'ambassadrice de tout ce à quoi dont on est convaincu, hein. Non, mais Notamment la lecture à haute voix et le partage en raison du format, bien sûr. non, mais c'est vrai, moi je suis aussi, lectrice de la collection, je suis abonnée à la collection et c'est vrai que pour moi, c'est des moments privilégiés, avec mon fils, par exemple. On attend la collection, comme on attend un abonnement, il a des abonnements qui sont que à lui, moi j'ai des abonnements que à moi et on a celui-là ensemble, qu'on se lit et ça c'est assez touchant. Enfin, il y a quelque chose qui est trop beau à partager, ensemble et ma mère, par exemple, qui est instite et qui connaissait pas du tout ces ouvrages, quand elle nous a vus, tous les 2, elle s'est vraiment dit: «Ah là là, mais quoi? Mais, il y a des textes de théâtre, je peux les amener dans les classes». Or que c'est ma maman d'une autrice de théâtre, donc on n'est pas, en fait, il y a un méconnu sur la littérature théâtrale et sur le pouvoir qu'elle peut avoir aussi à une époque où on a un vrai lien privilégié avec l'oralité. Je le vois sur les réseaux sociaux. En fait, on peut se lire des moments de théâtre comme on se lirait des moments de poésie et en fait, on écrit du théâtre parce qu'à faire des textos rapidement ou des conversations instantanées, on écrit du dialogue rapide, finalement, collectivement et du coup, je trouve que la littérature théâtrale, elle a vraiment c'est vraiment une réponse à enfin et tous les auteurs, les autrices, là, les 3 textes, enfin, en tout cas les 2 autres textes dont vous avez parlé, ils répondent vraiment d'une manière, chacune très singulière, mais très importante, très forte pour nous, quoi. Moi, je suis fervente convaincue personnellement. Bah, tant mieux. Merci. Est-ce que vous avez des questions, pour les gens qui nous regardent? Il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, dans le chat, maintenant. Sinon, on peut continuer pour faire le lien avec ce que vient de dire Héloïse aussi, à vous parler des différents outils qui existent, pour, faire vivre cette collection. Donc peut-être on commence ça et puis s'il y a des questions qui apparaissent. Ah, il y en a une. Lénaïque demande bibliothécaire jeunesse, je débute dans la médiation culturelle en théâtre jeunesse avec des classes de primaire. Avez-vous des conseils à donner, retour d'expérience à partager pour me lancer dans ce nouveau projet? Eh bien, Catel, peut-être tu veux répondre? Bravo Lénaïque, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Et donc là, Mao vient d'afficher 2 ouvrages qui peuvent être utiles et être utiles aux enfants avec lesquels avec lesquels tu fais cela. Donc, les anthologies de Marie Bernanos, qui sont vraiment des ouvrages de référence qui permettent d'entrer en relation avec une foultitude de textes, plus de 100 dans le premier et autant dans le deuxième, et qui non seulement présentent une analyse des textes, un dialogue avec les auteurs, mais aussi des pistes de travail avec les enfants. Donc, voilà, extra pour ton projet en bibliothèque. Je me permets le tutoiement. Voilà. Alors, cet ouvrage-ci fait partie donc des cahiers de la maison Antoine Vitesse, pour laquelle les éditions théâtrales sont partenaires pour plusieurs numéros. Et donc, celui-ci est dirigé par Karine Serre, qui elle aussi est autrice, et Marianne Ségol.
présente des débuts de textes européens qui n'étaient pas traduits jusque-là pour la jeunesse. Donc, c'est aussi la possibilité de découvrir ces écritures, hein, voilà, par de courts extraits traduits. Voilà. Et celui-ci a été écrit dans le cadre de l'ECCE. Donc, le CCE, c'est l'école et la coopération à l'école. Mais il peut aussi tout à fait être valide en bibliothèque, bien sûr. Il s'agit de la rencontre des textes et des auteurs et des autrices et des auteurs par une classe ou par un groupe voilà, d'enfants, d'adolescents, hein. Donc, les 3 sont disponibles, publiés aux éditions Théâtrales Jeunesse, et les 3 peuvent être utiles, que ce soit les ouvrages de Marie Bernanos, ils ne sont pas du même registre, hein, mais que ce soit les ouvrages de Marie Bernanos ou les cahiers de la Maison Antoine Vitesse, dont Étonnante écriture théâtrale pour l'Europe, et celui-ci, très pratique, hein, très, voilà. En tout cas, je souhaite bon vent à ce projet. Merci, Catel. Et je crois que c'est ça, on va nous dire qu'il nous reste 5 minutes, c'est ça? C'est ça, il reste exactement 5 minutes. C'est noté. Eh ben, je vais être rapide. C'est comme ça, s'il y a une dernière question, on pourra peut-être y répondre. Dans la suite des outils qui existent sur notre site, vous avez un espace pédagogique dans lequel vous pouvez trouver un certain nombre de ressources, les fameux carnets artistiques et pédagogiques dont j'ai parlé en tout début de présentation, qui sont des carnets rédigés par des pédagogues et praticiens de la scène, qui permettent d'appréhender les textes avec des groupes d'élèves, d'enfants, que ce soit à l'école ou dans d'autres contextes. C'est des carnets qui sont toujours construits de la même façon. Il y a une partie qui s'appelle « Cheminer au cœur du texte » qui est vraiment sur le texte lui-même. Puis il y a une partie mise en voix et une partie mise en jeu. Donc ça permet vraiment de progresser dans l'appréhension du texte. Et c'est fait pour que les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre en charge le théâtre ou bien qui sont un peu démunis face à un texte puissent avoir des outils. Tous les textes de la collection n'ont pas forcément de carnet, mais il y en a quand même beaucoup. C'est gratuit, c'est téléchargeable sur le site et c'est super. Et puis on a d'autres outils disponibles sur notre site, ce qu'on appelle des bonus, donc des petites vidéos ou des contenus autour de la collection qui permettent aussi d'y rentrer par une autre porte, des sélections thématiques, des sélections par âge et par niveau, puis évidemment le catalogue et un moteur de recherche sur notre site qui permet aussi de chercher par âge, par niveau, par thème, par auteur, par autrice, par traducteur, traductrice, enfin voilà, plein de critères. Et notre catalogue est disponible. Il y a un supplément pour l'année 2026 qui vient de paraître également. On sera sur le Salon du Livre au premier étage, en stand C24, je crois, premier étage. Vous pourrez récupérer les catalogues à ce moment-là. On sera là pour parler avec vous avec grand plaisir. Vous pouvez écrire un mail au mail qui est affiché si vous avez d'autres questions ou des demandes de catalogue. C'est mon mail personnel. Merci beaucoup au Salon de nous avoir laissé cet espace. Merci beaucoup à Catel et Héloïse d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et merci encore 1000 fois, Héloïse, pour tout ce que tu as raconté. C'était très enrichissant et très intéressant. J'espère que ça merci à vous de rendre la lecture. Et du coup, j'ai été vite, il reste 2 minutes. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Peut-être je peux dire qu'il ne faut pas hésiter à contacter les auteurs et les autrices aussi, ainsi que la maison d'édition, parce que souvent derrière les livres, ce qui marche aussi, c'est de se rendre compte que c'est des personnes vivantes, qui ont une vie normale, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est aussi ce lien à l'humain et que porte le théâtre contemporain, qui vraiment a un impact dans le lien à la lecture et au livre, qui crée une transformation parce que le livre va donner de la valeur et donc l'auteur redonne de la valeur par la rencontre. Juste le fait que tu sois auteur, les gens ils se disent si tu leur donnes, tu l'intéresses, c'est qu'ils sont très spéciaux. Mais donc ça compte vraiment en fait de créer ces rencontres là et ça peut faire changer les rapports à la lecture et donc peut-être c'est un petit mot. Merci beaucoup Héloïse, Mao et Catel. Donc cette dernière parole conclut cette intervention que vous pourrez retrouver en replay. Et bien sûr, vous pourrez retrouver aussi les éditions théâtrales
au salon du livre, justement au premier étage. Donc voilà, à partir du 26 novembre. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.